Bonjour, mon nom est Anne-Marie Choquette et au nom de Premier, il nous fait plaisir d'accueillir aujourd'hui Mireille Paquet, qui est professeure adjointe au département de sciences politiques de l'Université Concordia et qui est directrice du Centre pour l'évaluation des politiques d'immigration de Concordia. Alors, elle vient nous présenter la conférence « Les provinces et la fédéralisation de l'immigration au Canada ». Avant de laisser la parole à Mme Paquet, j'aimerais vous informer du déroulement de l'activité. Alors, dans un premier temps, la conférencière va présenter durant 30 à 40 minutes et on va lui laisser toute la place pour présenter sa conférence. Et ensuite, on aura une période d'échange avec elle. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Paquet. Je voulais juste aussi vous indiquer que ça va se terminer à 4 heures maximum. Alors voilà, merci. Super. Donc, bonjour à tous. Merci d'être venu. C'est vraiment chouette de pouvoir venir présenter du travail universitaire, académique à des gens qui sont sur le terrain. Ça fait du bien, puis en même temps, c'est toujours hyper intimidant parce qu'on se dit « Ah ouais, on est sûrement vraiment dans le champ. » Fait que si je le suis, merci de me le dire, mais à la fin, juste pour me... C'est ça. Donc, c'est ça, juste laisser une chance aux coureurs. Donc aujourd'hui, ma présentation porte sur mon livre. Donc, je vous ai passé des prospectus. Donc, j'ai un livre qui va être publié le 5 avril prochain aux presses de l'Université de Montréal et qui porte le titre de « La fédéralisation de l'immigration au Canada ». Et l'ouvrage traite vraiment d'un changement important qui s'est déroulé au Canada, mais qu'on a tendance à moins connaître au Québec parce qu'au Québec, comme vous le savez tous, la province a des pouvoirs en immigration qui sont dévolus. Donc, on tend à pas trop gérer les relations avec le gouvernement fédéral. Hein. C'est surtout avec le Midi que vous allez intervenir. Et à moins que vous soyez vraiment actif en matière d'accueil des réfugiés, tout ça, vous êtes souvent très peu en contact avec le gouvernement fédéral. C'est pas le cas avec les autres provinces, mais ce qu'on a noté ou ce que le livre raconte, en fait, c'est que les autres provinces, ce que j'appelle les provinces canadiennes, là, cet après-midi, là, bien que le Québec aussi, techniquement, soit une province canadienne. Donc, les provinces canadiennes se sont mis à s'intéresser à la fin des années 90 à l'immigration, un peu comme le Québec l'avait fait pendant les années 60. Et elles se sont mises, ces provinces-là, à demander beaucoup plus de pouvoir en matière d'immigration. Et ce que je montre, dans le fond, dans l'ouvrage, c'est que cet intérêt des gouvernements sous-nationaux, des gouvernements locaux au Canada en matière d'immigration a vraiment changé l'ensemble de la façon dont le pays gouverne l'immigration maintenant. Et que même si au Québec, on est un peu isolé de cette dynamique-là, en conclusion, vous allez voir, moi, je pense, vous allez peut-être être d'accord avec moi, que ça commence même à nous affecter au Québec parce qu'il y a de plus en plus de tendances lourdes au Canada qui sont reflétées dans les décisions de politique au Québec, y compris dans ce qu'on a vu cette semaine lors du lancement de la nouvelle politique générale, du nouvel énoncé de politique du gouvernement provincial en matière d'immigration. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, c'est sûr que c'est pas vraiment au niveau des pratiques, là, c'est pas au niveau de l'intervention, c'est plus au niveau du discours, des grandes politiques, des programmes et tout ça, mais j'espère que ça va quand même vous intéresser. Et je me permets aussi de vous dire que j'ai amené... J'aimerais ça, en fait, si ça vous intéresse, là, si vous avez trouvé que je n'étais pas trop dans le champ, puis que c'était quand même intéressant et tout ça, si jamais ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur ce que le centre qu'on a à Concordia fait comme activité, je vais en parler un peu en conclusion, mais on serait intéressé à vous ajouter à notre liste de courriels et vous envoyer de l'information, mais bien entendu, nous ne vendons pas les courriels et nous n'envoyons que très peu d'invitations très sélectes. Donc, c'est ça. Si jamais je parle trop vite, merci de me le dire. J'ai fait plusieurs conférences dans les derniers jours, donc je suis un peu de bonne humeur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la fédéralisation de l'immigration? Dans le fond, on entend un mouvement où il y a 3 indicateurs, dans le fond. Le premier, c'est la mobilisation croissance des 10 provinces canadiennes en matière d'immigration. Donc, ce n'est plus comme cela a été pendant longtemps, la mobilisation du Québec et le Canada. Donc, on n'est pas dans un modèle dualiste, mais là, on est vraiment dans un modèle où toutes les provinces ont un intérêt évident à faire quelque chose en immigration. Les intérêts peuvent être différents, mais c'est vraiment un mouvement de la passivité des provinces vers l'activité des provinces. Et vous allez le voir dans quelques diapos, il y a vraiment des indicateurs intéressants de ça. Deuxièmement, cette mobilisation-là amène une modification des structures de gouvernance de l'immigration à l'échelle
nationale et à l'échelle sous-nationale au Canada. Donc, on a la multiplication des ententes en immigration. Donc, il n'y a pas juste le Québec maintenant qui a une entente en immigration, mais toutes les provinces ainsi que les territoires ont des ententes. Maintenant, il faut qu'ils pensent aussi à ce que le ministre de l'Immigration du Manitoba pense en matière d'immigration, ce que celui de l'île du Prince-Édouard pense en matière d'immigration. Donc, c'est un changement important. Puis, c'est un changement qui est un peu... J'utilise souvent l'idée du puzzle, c'est un peu comme un casse-tête parce que c'est un changement qui vient alors qu'il n'y a pas nécessairement eu une modification dans les flux migratoires dans les provinces. Donc, dans des petites provinces comme par exemple les provinces atlantiques, Terre-Neuve et Labrador par exemple, Terre-Neuve et Labrador a maintenant un ministère de l'Immigration, un ministre de l'Immigration, un programme d'intégration, un programme de sélection des immigrants, une politique de multiculturalisme. Tout ça, c'est comme la provinciale, mais ils reçoivent moins de 3 % des nouveaux arrivants qui viennent au Canada. Donc, il y a comme une mobilisation, un discours et tout ça, mais presque en l'absence d'immigration. Donc, on peut se demander aussi c'est quoi qui génère cet intérêt-là de la part des provinces, et on va y revenir dans une minute. Oui, et c'est un mouvement aussi qui se déroule graduellement, cette fédéralisation-là, entre 1990 et 2010. Donc, il n'y a pas un moment où je peux vous dire « Ah ouais, c'est à ce moment-là que ça a commencé, puis c'est à ce moment-là que ça a arrivé ». Vous noterez, par exemple, que 1990, c'est une année avant que le Québec gagne des pouvoirs dévolus en immigration, mais ça s'est continué après cette période-là. Quand on parle de mobilisation croissante des provinces, ça c'est le ministre de l'Immigration passé de l'Ontario, très belle coupe de cheveux, vous pouvez le voir, Dr. Hoskin. Donc quand on parle de mobilisation croissante des provinces, on parle surtout d'une mobilisation croissante des provinces qui est liée à une vision de l'immigration, et là c'est choquant et je ne veux pas vous dire que je suis d'accord avec ça ou pas, mais c'est ce que la recherche démontre. C'est une mobilisation envers l'immigration comme une ressource pour la province. Donc, c'est une ressource avant tout économique. C'est une ressource en termes de capital humain. C'est une ressource en termes de capital économique. C'est une ressource en termes même de capital financier. Et c'est vraiment sous ce thème-là que les provinces se sont mobilisées à partir des années 90. Et ce que l'ouvrage démontre, c'est que le Québec a pris de plus en plus aussi cette tendance-là. Je pense que vous le voyez tous un peu dans les discours et tout ça. Mais c'est sûr que les autres provinces n'ont pas l'histoire que le Québec a eue au niveau de la protection de la langue française, par exemple, en matière d'immigration. Donc ça, c'est juste un exemple, c'est une citation et tout, là, il dit... L'immigration est le poumon de l'Ontario, donc il s'agit de notre futur démographique et la prospérité future de l'Ontario dépend de l'immigration. C'est un impératif économique pour l'Ontario. Pour s'assurer que l'Ontario demeure prospère, nous avons besoin d'immigrants pour les compétences et les talents qu'ils possèdent et pour la plus-value qu'ils ajoutent au-dessus de notre société. Donc, ce sont des discours où, bien sûr, l'intégration sociale, l'intégration linguistique, l'intégration culturelle tend à vraiment être marginalisée au profit de cette ressource-là économique. OK. Un des indicateurs ou une des innovations les plus importantes qui est liée à la fédéralisation de l'immigration, c'est le développement, la création et le développement du programme des candidats des provinces. Combien d'entre vous avez déjà entendu parler de ce programme-là? Non, c'est correct, vous n'êtes pas supposés, mais c'est pas, il n'y a pas de points qui sont donnés, c'est juste pour savoir. OK. Donc, vous savez tous, combien d'entre vous connaissez les certificats de sélection du Québec? Tous, oui. Tous? Pas mal tout le monde. Hein? Donc, le Québec peut sélectionner des immigrants. Et en le faisant, il donne ce qu'on appelle un certificat de sélection. Habituellement, le gouvernement fédéral vérifie que la personne qui a été désignée par le Québec n'est pas criminelle ou n'est pas en mauvaise santé, mais généralement, la personne est acceptée. En 1998, on a créé un programme qui s'appelle le Programme des candidats de la province, qui permet aux autres provinces de sélectionner directement des nouveaux arrivants, un peu à la manière dont le Québec le fait. Donc, ce n'est pas des certificats de sélection, mais ce sont des certificats de nomination. C'est un petit peu différent, mais c'est quand même une sélection directe. Donc, dans ce cadre-là, dans le cadre de ce programme-là, les provinces sont appelées à désigner des personnes pour la nomination. Les provinces sont appelées à
faire eux-mêmes une liste de critères de sélection. Donc, c'est eux qui décident qui veulent sélectionner, un peu comme ce que la province du Québec fait. Et la recherche démontre aussi que les sélections, les nominations provinciales à l'extérieur du Québec sont acceptées à un taux similaire de celles émises par le gouvernement du Québec. Donc, il n'y a pas vraiment de différence à ce niveau-là. C'est quand même important de noter finalement que tout d'un coup, cette idée-là d'un pouvoir de sélection provinciale n'est plus liée seulement au Québec, mais c'est diffusé à l'échelle du Canada. Bien entendu, il y a une grande différence, c'est-à-dire que le Québec a une allocation très importante de personnes qu'ils peuvent sélectionner, alors que les autres provinces ont un nombre beaucoup moins important. Mais elles se mobilisent pour pouvoir en avoir plus. Donc, il y a comme une espèce de, moi j'appelle ça un peu le génie est sorti de la bouteille, d'une certaine façon. Parce que là, tout d'un coup, les autres provinces ont découvert que, ouais, ils pouvaient un peu faire ce que le Québec voulait faire. Et là, le gouvernement fédéral réalise que, ah non, on a peut-être fait une erreur, parce que là, on est en train de se faire un peu voler ce pouvoir de sélection-là. Et là, ben, la bataille commence et moi, je m'amuse à l'étudier. Donc, c'est ce que je fais. OK. Juste pour vous donner une idée de l'ampleur, donc le programme a commencé en Saskatchewan, mais a été diffusé dans toutes les provinces entre 1998 et 2006. Donc maintenant, toutes les provinces, sauf le Québec, ont un programme des candidats et les territoires ont aussi des programmes des candidats. Donc si jamais vous êtes intéressé à aller au territoire du Nord-Ouest, ben c'est possible dans le cadre du programme des candidats de cette province-là. Il y a des variations extrêmement importantes entre les provinces en ce qui a trait aux critères de sélection des immigrants. Donc, les immigrants sélectionnés dans le cadre du programme des candidats de la province doivent être des immigrants qui correspondent généralement à la catégorie économique du gouvernement fédéral. Donc ça inclut les candidats principaux et les gens qui sont considérés comme étant des dépendants. Mais à l'intérieur de cette catégorie-là, il peut y avoir une immense variation. Donc, on va y revenir un peu plus tard, mais des provinces comme l'Alberta, pendant le boom économique, sélectionner des gens pour faire de la soudure de tuyaux pour les pipelines. Et des provinces comme la Nouvelle-Écosse, ben eux tendaient juste à chercher des gens qui voulaient démarrer des entreprises. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de variations et que même si ces personnes-là sont sélectionnées par une province, elles ne sont pas obligées de rester dans cette province-là une fois qu'elles sont arrivées au Canada, comme c'est dans le cas du Québec, en fonction de la Charte canadienne des droits et libertés et du droit de mobilité. Ce qu'on note aussi, c'est que le programme des candidats des provinces change la face de la distribution de l'immigration au Canada parce que la majorité des gens qui sont sélectionnés dans le cadre de ce programme-là vont dans des endroits hors Montréal, Toronto et Vancouver. Donc, ce qu'on appelle les destinations plus traditionnelles, le trio des grandes villes. Donc, c'est des gens qui vont genre à Winkler, au Manitoba, à Charlottetown, des endroits finalement où ils sont comme le nouvel arrivant de la province. Donc, c'est vraiment un outil qui a permis une meilleure régionalisation de l'immigration. Toutefois, ce qu'on voit, c'est que la rétention est un grand problème. Donc, les gens tendent à arriver dans d'autres provinces, mais retournent souvent à Toronto, s'en vont à Vancouver et jusqu'à il y a très récemment partent en Alberta, bien sûr, là où il y a du travail. Donc, si on combine la sélection du gouvernement du Québec et celle des autres provinces, les provinces maintenant sélectionnent 37 % de l'immigration au Canada. C'est quand même beaucoup, c'est quand même considérable, c'est un tiers. Donc, ça change vraiment la logique un peu de qui entre au Canada et comment on le décide aussi. En 2014, il y avait presque 48 000 résidents permanents qui provenaient du programme des candidats des provinces. Ça inclut les candidats principaux et les dépendants. Ça représentait 28 % de tous les immigrants économiques. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, c'est important, mais c'est pas si important que ça parce que ça, c'est en bas le nombre de personnes qui ont été sélectionnées par le Québec. Donc, disons que la moitié, c'est le Québec, puis l'autre moitié, c'est le rest of Canada, ou le ROC, comme nous, on aime bien l'appeler. Mais c'est quand même important. T'sais, je pense qu'il faut, en termes numériques, c'est pas nécessairement si considérable, mais c'est vraiment, au niveau de comment est-ce qu'on pense à l'État, comment est-ce qu'on considère que c'est la job de l'État de contrôler les frontières, de sélectionner les immigrants. Le fait que cette autorité-là passe de plus en plus vers des échelons plus inférieurs de l'État, c'est significatif. Et c'est un mouvement qui va être difficile à retourner. Vous pouvez voir que le programme a
pris de l'ampleur considérable depuis 2000. Donc, il s'est diffusé lentement, mais les provinces ont demandé de plus en plus de pouvoir et donc la sélection provinciale a pris plus d'ampleur. Mais vous pouvez voir que malgré tout, là c'est un petit peu dur de voir à cause du truc, mais que bien qu'elle ait pris de l'ampleur, c'est quand même pas encore immense comme portion de l'immigration totale vers le Canada, mais quand même, ça continue à croître. Donc, et surtout, ce que ça fait, c'est que ça limite la marge de manœuvre fédérale au sein de son programme économique. Et c'est là où le gouvernement fédéral aime beaucoup avoir le plus de capacité de sélectionner les gens parce que c'est très politique pour eux aussi qui peut venir au Canada. Ils ont plus de contrôle sur l'immigration économique que sur l'immigration de réunification familiale ou les réfugiés. Je vous montre cette diapo-là aussi pour vous montrer que les provinces, et ça c'est bien sûr à l'extérieur du Québec, varient énormément dans l'utilisation qu'ils font du programme des candidats des provinces. Il y en a qui font une utilisation plus intensive ou non, comme vous pouvez le voir, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce graphique-là vous ramène à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux immigrants qui vont dans des lieux moins traditionnels. Hein, parce que, par exemple, des provinces comme le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve ou la Saskatchewan, qui tendent à pas attirer beaucoup de nouveaux arrivants, ben sont vraiment capables de revoir un peu cette destinée-là en sélectionnant directement des nouveaux arrivants. Et là, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils peuvent rester ou pas, ces gens-là, mais c'est sûr que ça change vraiment la face des flux migratoires dans ces provinces-là. Tout le monde est correct? Oui? OK. Pourquoi est-ce intéressant? Parce que moi, je trouve ça intéressant, mais peut-être que ce n'est pas pour vous. Donc, pourquoi est-ce intéressant? C'est intéressant parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça s'est déroulé de façon graduelle sur une période de 20 ans, puis que c'est arrivé sans qu'il y ait vraiment un grand moment qu'on peut identifier comme étant, le moment où la fédéralisation est arrivée. Puis c'est intéressant pour les raisons suivantes. Premièrement, ce sont mes sympathiques pairs de la Confédération canadienne, si jamais ça vous intéresse. Donc, premièrement, ce qui est intéressant, c'est que ça ne soit pas arrivé avant 1990. C'est intéressant parce que l'immigration est une des deux seules responsabilités constitutionnellement partagées dans la Constitution canadienne. Donc, les provinces ont le droit de légiférer et ont le droit de sélectionner des immigrants. Ils ont toujours eu le droit de le faire, mais elles ne l'ont pas fait. Pourquoi? Intéressant. Ce qu'on sait des travaux d'archives, des travaux historiques, c'est que les provinces tendaient à voir ça comme étant très risqué. Risqué politiquement, parce qu'il y avait peur de, par exemple, dans les provinces atlantiques, de se faire dire « Ouais, mais tu sais, il y a bien du chômage, puis là, vous faites venir des immigrants, puis là... » Il y avait peur aussi de devoir assumer les coûts en matière d'intégration des nouveaux arrivants. Donc, il y a vraiment eu ce qu'on peut appeler un délestement des provinces après la Confédération, qui se sont dit « Non, on veut laisser le gouvernement fédéral faire cette job-là, et ce sera juste vraiment dans les années 90, à l'extérieur du Québec, que les provinces vont commencer à s'y intéresser. On note aussi que, bon, l'immigration est une responsabilité partagée, mais je ne sais pas s'il y a moyen d'enlever. Est-ce qu'il y a moyen d'enlever ça, Anne-Marie? Oui, juste ça? Non? Ah, je pense que ça marche. Oui, non. Si on enlève la souris de l'écran, je pense que c'est comme sur un ordinateur. Ouais, ça va peut-être le faire partir. Non. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Ah. Oh! C'est tellement techno, là. Merci. Donc, juste un point. Donc, l'immigration est une responsabilité partagée, mais il y a plein d'autres éléments qui sont liés à l'immigration qui demeurent des compétences fédérales. Le contrôle des frontières, les questions de quarantaine, la question de la naturalisation, de la citoyenneté demeurent des compétences fédérales. Mais ce qui est aussi important de noter, ce qui n'est pas sur cette diapo-là, c'est qu'il y a toute une dynamique qui est liée à l'intégration des nouveaux arrivants qui interfère ou qui interagit fortement avec les compétences provinciales. L'éducation, la santé, la culture, on pourrait continuer là-dessus. Donc, tout ce qui est intégration n'est pas dans la Constitution canadienne parce qu'en 1867, on considérait que c'était pas la job de l'État d'aider les nouveaux arrivants à s'intégrer, c'était les institutions religieuses, c'était les acteurs économiques ou c'était,
ça marche ou ça marche pas, on l'a pas inscrit dans la Constitution. Mais ce qui est arrivé, c'est que ce sont les provinces qui ont finalement commencé à donner des services aux nouveaux arrivants, mais souvent des nouveaux arrivants que ces provinces-là n'avaient pas choisi ou n'avaient pas sélectionné. Donc, c'est là où ça devient vraiment intéressant de penser à cette question-là en termes fédéraux, en termes de fédéralisme. Donc, peut-être qu'il y a un gouvernement qui sélectionne, mais il y a un autre gouvernement qui est responsable de la vie quotidienne de ces personnes-là, au jour le jour. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le changement dont je vous parle représente une rupture avec les pratiques historiques. Donc, juste pour vous donner un exemple, avant la Confédération, les provinces étaient extrêmement actives. Donc, avant 1867, au moment où est-ce qu'on a créé le Canada, finalement, les gouvernements provinciaux, c'était pas des provinces, c'était des dominions, mais les dominions et les colonies étaient extrêmement actives en matière de recrutement de nouveaux arrivants. Exemple du Manitoba ici, mais toutes les autres provinces l'étaient vraiment. Le peuplement, c'était hyper important, avoir des colons, c'était hyper important. Et c'est de là dont vient cette compétence partagée-là. Parce qu'au moment de la Confédération, les colonies étaient comme, ouais, mais on s'occupe de peupler nos territoires, fait qu'on veut garder ce pouvoir-là. Donc, on a eu une période où les gouvernements sous-nationaux étaient très actifs. Par contre, cette activité-là s'est vraiment arrêtée après la Confédération. Et là, je m'excuse, j'ai des diapos en anglais que je vais vous traduire oralement, parce qu'elles sont en anglais dans la recherche. Après, par exemple, dans les années 70, il y a vraiment eu cette résistance-là provinciale. Donc ici, par exemple, le premier ministre du Manitoba en 1975 qui nous dit « Non, l'immigration, c'est fédéral, OK? C'est pas provincial. Et on n'a aucun désir de prendre un pouvoir ou de s'occuper de cette compétence-là. On considère que c'est vraiment la job du gouvernement fédéral. Donc, une réelle résistance, comme vous allez le voir, ça change de façon assez dramatique. Un autre exemple ici d'un entretien que j'ai fait avec, encore une fois, quelqu'un du Manitoba qui était un haut fonctionnaire proche du premier ministre dans les années 80, il disait non, nous, on s'intéressait pas du tout à ça au cabinet, c'était pas du tout sur l'agenda, c'était pas du tout dans nos priorités. On faisait un peu de recrutement, d'investissement à Hong Kong, d'autres places en Asie, mais c'était vraiment pas quelque chose qui était important pour notre gouvernement. C'est petit, je m'excuse, mais encore une fois, je vous le traduis, juste pour vous montrer à quel point on change. Donc, vous avez entendu le premier ministre en 1975, le fonctionnaire dans les années 80, puis ça, c'est une citation à l'Assemblée législative, qui est l'Assemblée nationale du Manitoba en 2012, de la ministre de l'Immigration. Elle nous dit, non, monsieur, c'est vraiment un outil super efficace pour nous permettre de construire ou édifier l'économie de la province. Et plus tard, elle nous dit, c'est pas une question partisane. On a besoin de tous travailler ensemble en tant que Manitoba pour s'assurer que l'économie du Manitoba, qui est tellement supportée par le nombre croissant de nouveaux arrivants dans cette province, reste forte. Puis là, elle nous parle de à quel point elle s'intéresse, c'est important pour la province, l'immigration, et pourquoi c'est aussi important d'avoir un modèle spécifique pour la province. Donc, vous pouvez voir que tout d'un coup, de vraiment non, c'est pas notre boulot, vers non, c'est hyper important pour nous, il y a ce passage-là. Et l'autre raison pourquoi c'est intéressant pour nous, puis surtout pour moi, en fait, en tant que politologue, mais je pense peut-être aussi pour vous, en tant que personne qui travaille au Québec, c'est que c'est un mouvement qui s'établit avec le Québec, mais qui va au-delà du Québec. Donc, pendant longtemps, on a pensé que la seule raison pourquoi les provinces pouvaient s'intéresser à l'immigration, c'était soit pour des raisons de nationalisme ou pour des raisons de souveraineté linguistique. Donc, s'assurer que les nouveaux arrivants qui viennent ici parlent français ou s'assurer qu'il y a une certaine cohésion nationale, dépendamment du parti au pouvoir. C'est sûr que ça a joué un rôle important au Québec, mais la présence de 10 cas qui se développent, 10 provinces ou 9 autres provinces qui se mobilisent en l'absence d'un mouvement nationaliste, parce que
pas de surprise ici, mais il n'y a pas vraiment un mouvement pour la séparation du Manitoba, là, ni de la Nouvelle-Écosse. Donc, quelles seraient les autres dynamiques qui nous permettraient d'expliquer pourquoi des provinces s'intéresseraient à l'immigration et pourquoi elles en viendraient à demander plus de pouvoir, pourquoi est-ce qu'elles en viendraient à pouvoir sélectionner des immigrants. Donc ça, c'est un puzzle. Et c'est une question aussi qui nous fait peut-être repenser d'une certaine façon aux motivations du Québec. Donc oui, la langue est importante, oui, le nationalisme est important, mais il y a peut-être d'autres choses qui ont poussé le Québec à s'intéresser tant que ça à l'immigration et à demander plus de pouvoir aussi en immigration. Puis ça serait peut-être important qu'on les comprenne mieux pour pouvoir lire aussi les politiques. Donc, ça, c'est la photo de la signature de l'accord de 1991, qui est toujours celui qui gouverne nos relations avec le gouvernement fédéral en matière d'immigration. Et tout le monde a l'air bien content, alors j'aime bien la mettre sur une diapo, comme ça. C'est bon? Oui? OK. Donc, comment expliquer la fédéralisation? Donc, ce que je montre dans l'ouvrage, c'est qu'on ne peut pas nécessairement comprendre ce mouvement-là sans comprendre des changements plus larges à l'échelle du Canada, à l'échelle de la Fédération canadienne. Et ces changements-là, il y en a 3 que j'identifie particulièrement dans l'ouvrage. Ces changements-là ont propulsé une identification par les provinces de l'immigration comme une ressource, encore une fois, pour l'économie et pour le développement des sociétés provinciales. Et on peut revenir pendant la période de questions à c'est quoi les implications de cette identification-là, mais c'est vraiment ce que les discours démontrent. Donc, la première raison qui a poussé les provinces à se mobiliser en matière d'immigration, c'est vraiment les modifications au fédéralisme fiscal qui ont affecté le Canada à partir des années 90 et en particulier après 1995, où on voit des changements liés au transfert en matière de santé, de services sociaux, d'assurance-emploi et tout ça, qui enlèvent aux provinces du financement pour la gestion de leurs programmes. Et plutôt que de dire que ces programmes-là sont financés sur la base juste de principe d'équité ou d'égalité entre les provinces, le gouvernement de plus en plus dit non, ça va être au nombre de têtes dans votre province. Donc, plus vous avez de personnes dans votre province, plus vous recevez d'argent. Donc, on peut déjà voir une petite logique ici. La question vraiment démographique devient hyper brûlante pour les provinces, mais comme elle se voit aussi donner beaucoup de responsabilités dans la gestion du marché de l'emploi, elle considère aussi que cette démographie-là doit jouer en lien avec les compétences que les personnes amènent. La deuxième chose qu'on identifie dans l'ouvrage, c'est l'évolution de la politique fédérale d'immigration qui a commencé à changer à partir des années 90, qui visait en particulier à sélectionner de plus en plus des gens sur la base de leur capital humain plutôt que sur la base des besoins à court et moyen terme du marché de l'emploi. Donc, l'idée, comme vous êtes, je suis certaine absolument tous très au fait, c'était de sélectionner les gens avec le plus d'éducation, le plus d'expérience professionnelle, en se disant que le nombre ou le montant de capital humain de ces personnes-là allait leur permettre de s'adapter aux changements du marché de l'emploi, peu importe où ils se trouvaient. Ce qu'on a vu en pratique, c'est que ce modèle-là était plus ou moins efficace parce qu'on avait des gens très qualifiés qui avaient de la misère à intégrer le marché de l'emploi. Et pour les provinces, ce que ça a vraiment eu comme effet, c'est qu'elles n'ont pas été en mesure de répondre à des pénuries de main-d'œuvre particulières. Donc, je vous parlais tout à l'heure de nos soudeurs de pipeline en Ontario, pas en Ontario, en Alberta. Bien, ces gens-là n'auraient pas pu être sélectionnés dans le cadre du programme lié au capital humain fédéral, mais la province avait besoin de ces gens-là. Et ce que la recherche a démontré aussi, ce que les provinces ont pendant longtemps défendu auprès du gouvernement fédéral aussi, c'est que les gens qui détenaient un haut capital humain tendaient aussi à s'agglutiner autour de Toronto et Vancouver et Montréal, parce que c'est là où il y avait les emplois liés à leurs compétences, les grandes banques, les universités, les grandes compagnies et tout ça. Donc, toute la question de la distribution de l'immigration à l'échelle du Canada était vraiment aussi affectée par ces changements-là.
Et finalement, il y a quand même eu des changements considérables à des contextes provinciaux particuliers au cours de cette période-là aussi. On peut penser juste à l'Alberta, qui est qui a été un grand meneur, ou si je peux me permettre un autre anglicisme, driver de ce changement-là. Et c'est sûr que la croissance de l'économie albertaine liée au développement des sables bitumineux a eu un effet de contagion au marché de l'emploi de la Saskatchewan et du Manitoba. Il ne faut pas oublier aussi que pendant cette même période-là, Terre-Neuve s'est mis aussi à exploiter les ressources naturelles de façon considérable. Donc, il y a eu un besoin de main-d'œuvre important au niveau des puits de pétrole aussi autour de Terre-Neuve et de Labrador. Et l'Ontario, au même moment, a commencé à entamer une grande récession, ce qui a fait aussi qu'il y a eu des besoins différents qui se sont formés autour de ces provinces-là. Donc, la combinaison de ces trois changements-là, c'est vraiment, et on le verra dans l'ouvrage, ce qui pousse à l'identification de l'immigration comme une ressource humaine, économique et démographique par les provinces. Et ce qui est important de noter, et je vais y revenir dans une minute, c'est que cette identification-là, c'est pas une identification qui a été faite par les gens comme vous et moi. Okay? C'est un mouvement d'élite. On est une certaine élite, là, mais on n'est pas l'élite politique, disons, du Québec. Donc, ça a été fait par les premiers ministres des provinces, ça a été fait par les cabinets des provinces, ça a été fait par certains acteurs économiques des provinces et ça a été fait beaucoup par les administrations publiques, par les fonctionnaires des provinces, mais très peu par les organismes communautaires, les organismes de prestation de services, les gens qui connaissent les immigrants et qui travaillent avec les immigrants. Et ça a été très peu fait aussi par les nouveaux arrivants eux-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça vraiment un mouvement, une mobilisation d'élite qui vise vraiment à s'assurer de la position des provinces au sein de la fédération, à s'assurer que les provinces soient compétitives et tout ça, mais qui ne s'intéresse pas nécessairement à, je vais le dire ici, là, même si je suis enregistrée, là, mais au bien-être des nouveaux arrivants qui sont sélectionnés dans ce cadre-là.